Bienvenue au podcast Élévation. Aujourd'hui, épisode 7, la blessure d'âme d'abandon. Bonjour tout le monde! Alors, je poursuis aujourd'hui sur le sujet des blessures de l'âme avec la blessure d'abandon. Je l'ai abordé brièvement lors du premier épisode sur les blessures d'âme en disant que c'était une de mes blessures venant de mon père. Donc, comme à l'habitude, je vais vous parler un peu plus en détail de la blessure, tout en vous partageant ce que moi j'ai vécu à travers mes relations, ce qui a fait ressortir ma blessure d'abandon. Surtout à travers la dernière relation dont j'arrête pas de vous parler depuis plusieurs épisodes. Probablement parce que c'est la plus fraîche dans ma mémoire. J'ai peut-être plus d'expérience à vous conter par rapport à ça. Donc, la blessure d'abandon, c'est quoi? Premièrement, la blessure d'abandon peut souvent être confondue avec la blessure de rejet. Mais la blessure d'abandon va être vécue avec le parent du sexe opposé, donc comme moi avec mon père. Et la blessure de rejet va être vécue avec le parent du même sexe, donc si je me reprends en exemple encore, ça va être moi avec ma mère. Abandonner une personne, c'est la quitter, la laisser ou la délaisser. Tandis que rejeter une personne, c'est la repousser, ne plus l'accepter, refuser de l'avoir à ses côtés. Même si ces deux blessures peuvent être confondues, c'est vraiment deux blessures qui sont distinctes. Donc, c'est très fréquent qu'une personne qui souffre de la blessure d'abandon souffre aussi de la blessure de rejet. Qu'on est dans notre blessure d'abandon, on se sent seul, on se sent abandonné, on peut se sentir pas assez aimé, en insécurité. La blessure d'abandon est ressentie dans l'enfance, apparue à la suite d'une impression d'insécurité, d'un attachement qui a eu du mal à se faire ou qui s'est pas fait correctement, peut-être de l'absence physique ou psychique d'un parent qui n'a pas pu assez nourrir affectivement son enfant. Ça peut être peu ou pas de marque de tendresse, d'attention, un manque d'amour ou de démonstration d'amour. Le sentiment d'abandon n'est pas forcément causé par un abandon physique. L'enfant peut aussi ressentir qu'il n'est pas désiré ou qu'il n'a pas été aimé comme lui aurait souhaité être aimé dans le fond. Cette blessure, c'est probablement la plus fréquemment rencontrée de nos jours, autant chez les hommes que chez les femmes. Puis, encore une fois, je vous ramène le livre de Lise Bourbeau. Donc, selon son livre, la blessure d'abandon se développerait entre l'âge de 1 an et 3 ans. Puis, comme j'ai mentionné plus tôt, ce serait avec le parent du sexe opposé. Je sais que si vous allez lire sur Internet et tout, des fois, ça peut être un sujet controversé. Il y en a qui disent que c'est pas nécessairement avec le parent du sexe opposé, que ça peut être avec le parent du même sexe aussi. Mais là, moi, je vous apporte vraiment ce que moi, je crois et ce que j'ai vécu. Je trouve que ce que j'ai lu dans le livre de Lise Bourbeau, ça fonctionne plus avec moi, mais vous prenez si ça résonne avec vous et sinon, c'est pas grave. Donc, chaque personne est différente, comme j'ai déjà mentionné. Chaque personne a vécu des expériences différentes. Donc, les causes de la blessure d'abandon peuvent être infinies, là. Mais je vais vous donner quelques exemples. L'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, l'enfant peut se sentir délaissé, donc abandonné. Les parents qui travaillent constamment, qui ont peu de temps à consacrer à leur enfant, l'enfant peut se sentir abandonné aussi. Le décès d'un parent ou la séparation des parents peut provoquer la blessure d'abandon. Puis là, tantôt, comme je disais, c'est pas nécessairement toujours un abandon physique, mais c'est sûr qu'un enfant qui est placé en foyer d'accueil, là, ça va être vraiment plus un abandon physique. Donc, ça peut créer la blessure d'abandon aussi. Pour ma part, je crois bien que la séparation de mes parents à l'âge d'1 an environ a créé ma blessure d'abandon.
J'ai eu l'impression d'être abandonnée par mon père. Encore là, c'est que des souvenirs qui sont un peu flous, mais j'ai comme souvenir que j'ai été plus avec ma mère. J'allais chez mon père, oui. Je me souviens pas à quelle fréquence. Mais vous voyez, j'ai recréé la même situation avec mon fils, qui porte aussi la blessure d'abandon aujourd'hui. Je me suis séparée d'avec son père, il y avait environ 10 mois, fait que proche d'un an. Il a toujours été avec moi à temps plein. Oui, il voit son père de temps en temps une fin de semaine sur 2, mais il est quand même avec moi tout le temps. Puis il a clairement ressenti là, cet abandon-là de son père, même si c'était pas voulu, tu sais, de la part du parent. C'est pas quelque chose qui est fait volontairement. Lorsque la blessure d'abandon est activée, on porte le masque du dépendant. Les comportements vont être dictés par la peur de revivre la blessure d'abandon, par peur d'être à nouveau abandonné. Puis ces comportements-là peuvent créer plusieurs problèmes dans les relations, autant amicales, amoureuses, familiales, même professionnelles aussi. Donc, je vais vous décrire certains traits du dépendant, certains que j'ai, d'autres que je n'ai pas. Pour ceux que j'ai, je vais pouvoir vous donner des exemples de ma façon de réagir. Peut-être que ça va vibrer avec vous, vous allez vous reconnaître dans certains comportements. Le dépendant a besoin de beaucoup d'attention, d'amour, de marques d'affection et de soutien. Moi, je sais que dans ma dernière relation, j'ai souvent, très, très, très souvent exprimé le fait que j'avais besoin qu'il me démontre plus d'attention, plus d'intérêt. Parce que de ma vision des choses, dans mon petit enfant intérieur blessé, c'est comme s'il m'en donnait pas suffisamment. Puis là, dans ma tête, ça faisait, c'est ça, je suis pas assez importante pour lui. Fait que là, j'arrivais, après ça spinait dans ma tête, puis j'arrivais tout de suite à des conclusions qui m'aimaient pas, dans le fond. Le besoin de me sentir soutenue aussi a été quelque chose que je lui ai mentionné souvent. Puis justement, le dépendant a besoin d'être soutenu dans ses choix, dans ce qu'il fait, pour avoir l'approbation des autres, la reconnaissance des autres. Puis ça part souvent d'un manque de confiance en lui-même. Il a besoin que les autres approuvent ce qu'il fait. Puis ainsi, ils gagnent leur attention. Donc, s'ils gagnent leur attention, ils gagnent probablement leur amour aussi. Tu sais, c'est une définition qui est plutôt erronée par rapport aux dépendants, tu sais. Puis, se sentir soutenu, se sentir aimé, désirer avoir de l'attention, de l'affection, c'est probablement des choses qu'on veut tous, tu sais, dans une relation. Au niveau des polarités, masculin et féminin, le masculin sacré, il est là pour tenir l'espace pour le féminin. Il amène le soutien, justement, et la sécurité. Puis présentement, dans la société, très peu sont dans leur polarité sacrée et beaucoup sont dans leur polarité blessée. Donc, on est en train de faire un gros ménage au niveau de notre féminin blessé, le masculin blessé, pour ramener un équilibre et revenir dans notre sacré. Je vous parlerai probablement des polarités dans un autre podcast. Alors, c'est là que ça peut devenir difficile, tu sais, de savoir est-ce que je suis dans ma blessure présentement, est-ce que je réagis avec ma blessure? Ou je veux, tu sais, vraiment, pas où, mais je veux combler un manque. Ou je suis dans mon cœur, c'est vraiment ce que mon être désire. Parce que lorsqu'on est dans un manque, on ne devrait pas aller le chercher ailleurs. On devrait se le donner à nous-mêmes avant tout. Si, exemple, on est dans un manque d'amour, on doit avoir de l'amour envers nous-mêmes en premier. On doit s'aimer nous-mêmes. Pas aller le chercher ailleurs parce que c'est très souvent ça qu'on va faire. Puis comme je disais dans un autre épisode, je pense dans la présentation des blessures d'âme, tu sais, les personnes qui sont dans notre vie, qui vont arriver dans notre vie, sont souvent un miroir de nous-mêmes. Donc, si tu es dans un manque d'amour, que tu te le donnes pas toi-même, que tu vas chercher de l'amour d'une autre personne, cette personne-là va sûrement être le miroir de toi-même. Donc, elle aussi va être dans un manque d'amour, elle s'en donnera pas à elle-même. Fait que tu pourras pas recevoir vraiment un amour qui va être inconditionnel de l'autre. Parce que ça va être
ça va être deux personnes qui sont dans un manque, qui se donnent quelque chose qu'ils n'ont pas, dans le fond. Fait que, tu sais, pour recevoir vraiment un amour véritable, un amour inconditionnel, il faut se le donner à soi-même, en premier lieu. Ensuite, on va être capable de pouvoir le donner et de pouvoir le recevoir aussi, tu sais, de le donner, de le partager et de le recevoir d'une autre personne qui va avoir fait le même processus de son côté. Si je prends un autre exemple aussi, encore par rapport à moi-même, avant de rencontrer l'homme dont je vous parle depuis plusieurs épisodes, ça faisait un bon bout que j'étais célibataire. J'ai été travailler plusieurs choses en moi pour me reconnecter à mon moi véritable, à mon âme. Puis à ce moment-là, je voulais vraiment manifester une relation dans laquelle je serais aimée, soutenue, accompagnée, vue, écoutée, entendue. Parce que c'est ce que mon âme voulait au plus profond. T'sais, je me suis connectée à mon âme, puis c'est ce qui en est ressorti. Mais le fait d'être entrée en relation avec cette personne-là, ça a ravivé mes blessures. Et là, je suis tombée dans mon ego blessé qui voulait se protéger. J'étais plus dans mon cœur, j'étais plus dans mon moi véritable, dans mon âme. C'était plus mon âme là, qui voulait être aimée, soutenue, mais c'était la petite Maude qui était blessée. Tu sais, la petite Maude qui a été blessée dans son enfance, qui a manqué d'amour, qui a manqué d'affection, qui s'est sentie abandonnée, ben c'est elle qui est ressortie dans cette relation-là et qui a pris les rênes. Alors, tout ça pour dire que c'est primordial d'aller se poser des questions. D'aller, tu sais, vraiment prendre un moment avec soi-même, d'écouter son intuition, de se connecter à son cœur, à son âme, puis de trouver les réponses à ces questions-là pour savoir est-ce que c'est notre ego qui est dans un manque ou c'est notre cœur qui nous parle présentement. Alors, je poursuis avec d'autres traits du dépendant. Le besoin d'amour du dépendant est assez, peut être assez intense. Puis ça va probablement souvent créer des conflits dans un couple. Parce que il est vraiment très exigeant envers son partenaire, puis en recherche constante d'amour et d'affection et d'attention. Donc, ça peut être vraiment irritant pour le partenaire. Le dépendant a tendance à se positionner en tant que victime. Il va beaucoup dramatiser les situations, voir le pire tout de suite. Un exemple de ça, c'est ce qui m'est arrivé vers la fin de la relation. Vu les événements passés avec cet homme-là, où durant notre relation, durant les derniers mois, il est retourné, quelquefois, vers son ex. Fait que de penser toujours au pire, ben là, en fin de relation, moi, j'étais tellement dans ma blessure, j'avais tellement peur de me faire blesser encore et encore, que s'il me donnait pas de nouvelles de la journée, j'allais m'imaginer des millions de scénarios dans ma tête. Bon, c'est ça. Dans le fond, il m'aime pas. Il est même pas capable de me démontrer son intérêt. Il pense pas à moi. Je vais direct à la conclusion qu'il pense pas pantoute à moi parce qu'il me donne pas d'intérêt. Mais il me montre pas son intérêt. Il est retourné vers son ex. Bla, 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 bla. C'est là l'ego blessé en mode protection totale qui est là puis qui montre tous les scénarios possibles. Dans le triangle de Karpman, je l'ai jamais vraiment élaboré. Là, je sais que j'en ai parlé dans le premier épisode. Le dépendant va jouer souvent le rôle de la victime, comme je viens de dire, mais également le rôle du sauveur. Et c'est là que j'ai remarqué, moi, dans toutes mes relations, mon père étant dans des dépendances depuis longtemps, moi, quand j'étais jeune, j'ai jamais réussi à le sauver. Puis je me suis attirée des relations avec des hommes qui avaient exactement tous les mêmes traits, les dépendances, pas nécessairement les mêmes dépendances que mon père, mais qui avaient des dépendances quand même. Puis j'ai pas été capable de sauver mon père, donc maintenant, dans mes relations, j'essaie souvent de sauver l'homme avec qui je suis. T'sais. Mais lors de cette dernière relation-là, justement,
sais, j'avais déjà pris, là, il y a 2 ans, conscience de ma blessure d'abandon, que j'étais dans mon mode de dépendant, puis que j'avais souvent tendance à vouloir jouer la sauveuse. Fait que dans cette relation-là, j'en avais parlé direct au début, tu sais, j'avais dit, je sais que tu as tes dépendances, mais ça va être à toi à aller travailler là-dessus. Je veux pas être dans cette relation-là pour te sauver de ce que tu vis, tu sais. Puis je me souviens qu'il me l'avait dit qu'il voulait pas que je sois là pour le sauver non plus. Mais c'était un point qui était important pour moi de lui dire, tu sais, que je voulais pas retomber justement dans ce mode de sauveuse-là pour le sauver de lui-même, que c'était lui qu'il fallait qu'il se prenne en charge puis qu'il règle ses propres problèmes. Puis parce que c'est le seul qui peut s'en sortir. Tu sais, c'est pas moi qui peux le sauver de ça, là. Comme chaque personne, tu sais. Mais c'est ça. En tout cas. Fait que, je poursuis. Le dépendant a souvent des fluctuations d'humeur. Il peut passer de la joie à la tristesse profonde en quelques minutes. Puis souvent, il va pleurer, puis il va pas savoir pourquoi. Puis l'affaire, c'est qu'il veut pas nécessairement aller voir pourquoi, tu sais. Fait qu'il va souvent si on peut dire, se cacher, là. Il va aller se sauver vers les autres. Puis, il va vouloir parler avec les autres, puis changer son mal de place, tu sais, justement pour pas ressentir sa tristesse. Fait que pour pas être seul dans sa solitude, puis vraiment prendre conscience de son émotion, de sa tristesse, de pourquoi il est triste, qu'est-ce qui arrive présentement. Non, il va aller retrouver des gens à place, puis pas être toute seule, pas ressentir sa tristesse, pas aller voir qu'est-ce qui se passe. Le dépendant va souvent voir les situations comme si tout était contre lui et que c'était de sa faute. Comme le nom du masque le mentionne, le dépendant aura tendance à aller dans la dépendance affective. Il s'accroche, il fusionne facilement aux autres. Par peur d'être abandonné, il va tout faire pour éviter une séparation. Ça, c'est mon genre. J'ai enduré vraiment beaucoup de relations, de situations difficiles, toxiques, néfastes pour moi. Puis je devais... Ouais. Pour moi, je devais comme aller jusqu'au bout du rouleau, tu sais, être vraiment à la fin totalement de la relation pour finalement mettre fin à cette relation-là. Parce que pour moi, pour plusieurs dépendants, mettre fin à quelque chose, c'est vu comme un échec. Fait que j'ai échoué encore une fois et je dois recommencer encore une fois une nouvelle relation, tu sais. Fait que je sais que quand moi j'ai mis fin à la relation, c'est le discours que j'avais. J'en parlais avec mes amis, puis c'était ça que je disais. J'ai échoué, puis j'étais encore pognée pour recommencer, tu sais. Mais dans le fond, quand on regarde ça, je veux dire, c'est bien comme ça, parce que j'ai toléré beaucoup trop de choses toxiques beaucoup trop longtemps dans les relations. Si j'avais pris les premiers red flags, je veux dire, ça fait des mois que je serais plus dans cette relation-là, mettons. Mais je l'ai toffé. Puis je voyais la petite parcelle d'espoir puis de positif qui était là. Le 5% de positif contre le 95% de négatif puis de toxique, tu sais. Mais je m'accrochais à ce 5%-là quand même. Parce que sinon, c'était comme si j'avais échoué. T'sais. Puis que j'abandonnais la personne, puis que je me faisais abandonner aussi. La tendance à donner beaucoup de sa personne et de faire passer les besoins de l'autre avant les siens, ça aussi, moi, c'est une chose que j'ai souvent fait. Mettre certaines choses de côté dans ma vie, certains projets pour l'autre. Je mettais toujours cette personne-là en priorité dans ma vie. Je m'attendais à être également une priorité dans la sienne, qui revient à ce que je disais plus tôt, le besoin d'affection et d'attention constant. J'ai vu aussi dans ma relation, surtout à la fin, je l'ai dit dans mes autres épisodes, mais je suis quelqu'un qui communique beaucoup. J'ai toujours communiqué énormément avec lui lors de notre relation, sauf à la fin.
j'avais tellement peur de dire quelque chose qu'ils prennent mal, puis qu'ils se disent « Voyons, elle n'arrête pas, elle est tout le temps là à répéter les mêmes affaires. » Puis, tu sais, là, encore là, c'est mon ego qui a pris la tête de réflexion, puis de voir le pire, puis tatatata. J'avais tellement peur qu'ils mettent fin à la relation parce que je leur ai dit quelque chose de pas correct que je me fermais la gueule à la fin de la relation. Puis quand ça s'est terminé, c'est là que j'ai comme pris conscience que non, c'est pas vrai qu'on va me la fermer par peur de déplaire, là. Fait que non, je vais continuer à communiquer. Communiquer, ça fait partie de moi, ça fait partie de ma personne, ça fait partie de mon être. Je vais continuer à communiquer comme je le fais. Puis je me souviens qu'à ce moment-là, quand j'ai pris cette conscience-là, que j'ai pris ça en conscience, désolée, je me souviens qu'il y a une mémoire qui est remontée. Une mémoire d'une autre vie que j'avais été voir il y a quelques mois quand j'habitais à Saint-Gilles. Puis à ce moment-là, à Saint-Gilles, ça m'est apparu vraiment sous un autre contexte, là. C'est que mon garçon arrivait souvent en arrière de moi pour me faire une caresse. Mais il faisait sa caresse tellement fort qu'il me serrait au niveau du cou. Puis ça m'étranglait. Puis là, je tombais en mode survie totale. J'avais peur de mourir. Fait que je le repoussais vraiment brusquement. Puis, à ce moment-là, j'avais été voir, vu que ça me faisait tellement réagir, j'avais été voir qu'est-ce que ça faisait vibrer en moi. J'avais été en méditation, j'avais été voir justement cette mémoire-là d'une autre vie qui était remontée. Quand j'étais une sorcière, puis qu'on m'a empêchée de parler. Je m'étais vue là, dans ma maison, puis il y a un homme vraiment grand, baraqué, qui entrait chez moi, puis qui venait me prendre par la gorge, qui m'accotait dans le mur, puis qui m'étranglait pour m'empêcher de parler, puis pour me tuer. Fait que à ce moment-là, quand je me suis dit « Bon, ben, je vais me fermer la gueule. » Puis après ça, j'ai fait « Ben non, je peux pas me fermer la gueule, ça fait partie de moi, communiquer. » Ben, cette mémoire-là est remontée. Puis j'ai fait « Non, on m'empêchera pas de parler encore une fois. » T'sais. Fait qu'il y a plein de choses là, qui remontent à la surface avec cette blessure-là de ce temps-ci. J'avais travaillé beaucoup sur ma blessure d'abandon dans les 2 dernières années. Puis encore là, je pensais qu'elle était mieux, puis que j'étais pas mal sur la fin de la guérison, puis qu'il en restait pas beaucoup. Mais finalement, cette relation-là m'a montré que, ben non, pas en tout. Il en reste encore beaucoup à travailler. Il y a beaucoup de traits de comportement que j'ai encore. Oui, il y en a qui ont changé, qui ont diminué, mais c'est encore présent. Donc, comme à mon habitude, j'ai été écrire encore et encore. J'ai écrit une lettre aussi à cette personne-là que j'ai été brûlée pour libérer tout ce qui était là, ce que j'avais écrit, toutes les émotions, les sentiments qui étaient là. J'ai été méditer aussi. J'ai été faire une méditation sur la blessure d'abandon pour libérer tout ce qui restait. C'est en faisant ce processus-là que j'ai aussi pris conscience que cette fois-ci, j'ai mis fin à la relation par peur d'être blessée à nouveau. Mais en ayant peur d'être blessée, ben c'est moi qui l'ai abandonné cette fois-ci. T'sais, j'ai abandonné à mon tour. Fait que ça, c'est un autre comme trait un peu du dépendant. C'est que, justement, par peur d'être abandonné, souvent, c'est nous qui va abandonner une autre personne. T'sais. Puis souvent, on va venir reprocher aux autres des choses qu'on veut pas se faire faire, mais c'est nous qui les font en premier. Donc, il y aura encore beaucoup de traits à parler sur le dépendant. Si ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, ça résonne avec vous, je vous invite encore une fois à aller lire les livres de Lise Bourbeau pour aller voir toutes les informations sur la blessure d'abandon et commencer votre processus de guérison. Je le répète encore une fois, c'est pas tout le monde qui va avoir les traits mentionnés.
Ça se peut que vous les ayez tous. Ça se peut que vous ayez juste quelques-uns. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai pas mentionné des traits que vous avez nécessairement, mais peut-être qu'en allant lire le livre, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'autres traits finalement que vous avez. Mais c'est à vous d'aller approfondir maintenant votre guérison personnelle. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Si jamais vous voulez communiquer avec moi, si vous avez des commentaires ou des expériences à partager, ça va me faire plaisir de partager avec vous. Puis, on se revoit lors du prochain podcast sur une nouvelle blessure d'âme. Bonne journée!